Lettre 114. Pour quelle raison, dis-tu, un style dégénéré a-t-il fait son apparition à certaines époques? Comment une pente des esprits vers tel ou tel vice a-t-elle mis à la mode tantôt la boursouflure, tantôt un rythme haché comme celui des mélodies? Pourquoi s'est-on épris à tel moment de pensées dont l'élan grandiose passait la vraisemblance, à tel autre de phrases laconiques donnant à réfléchir et suggérant plus qu'elles n'expriment? Pourquoi s'est-il vu un temps où la hardiesse des métaphores ne reculait devant rien? La raison, tu l'entends de toutes parts alléguer. Elle est dans ce mot passé chez les Grecs en proverbe. Le style d'une société est comme ses mœurs. De même qu'il y a ressemblance entre les actes et le langage individuel, de même il arrive que le langage d'une époque représente ses mœurs quand la société a perdu sa tenue morale, s'est plongée dans le plaisir. C'est un indice de la dissolution générale que la fêterie du discours, pour peu qu'elle ne se rencontre pas en des cas isolés, mais soit agréée et généralement reçue. Il est impossible que l'esprit ne réfléchisse pas à la couleur de l'âme. L'âme est-elle bien portante, réglée, sérieuse, tempérante? L'esprit, pareillement, est dispos et mesuré. Le vice qui gâte l'un ne laisse pas d'être contagieux pour l'autre. Ne vois-tu pas, si l'âme est en langueur, que l'on se traîne, qu'on meut les jambes paresseusement? Si l'âme est efféminée, la démarche aussi du corps manifeste de la mollesse. Si l'âme est vive en son comportement, fougueuse, le pas est accéléré. Si elle est en démence, ou ce qui ressemble bien si elle est en colère, les mouvements du corps se désordonnent. Il n'avance pas, il est emporté. Combien, à ton sens, ces affects ne sont-ils pas plus considérables en l'esprit que pénètre tout entier l'âme? Elle le façonne, il lui obéit, il prend d'elle sa loi. On connaît trop, pour qu'il soit besoin à cette heure de la raconter, la façon de vivre de Mécène, son allure à la promenade, son raffinement, son péché mignon s'exhiber, sa répugnance à tenir cachés ses vices. Eh bien, son langage n'accuse-t-il pas autant de relâchement que sa tunique non sanglée? Les expressions n'ont-elles pas le même voyant que sa tenue, sa suite, sa maison, sa femme? C'était un homme d'un beau génie, s'il lui eût donné plus saine direction, s'il n'avait fui le risque d'être étendu, entendu, étalé, même en écrivant, son laisser-aller total. Aussi, vois son style, celui d'un homme ivre, embrouillé, divagant, plein de licence. Il a même air que Mécène lui-même en sa mise. Oh, quoi de plus pitoyable que cette rivière dont la berge est coiffée de forêts. Vois comme ils labourent de leur barque son lit et retournant son onde congédiant les jardins. Mais que penser de celui qu'une liqueur féminine fait frissonner, qui pigeonne ses lèvres de baisers et chavire, la tête en arrière, comme font les Galles, ces tyrans des forêts. L'irrémédiable faction est à l'affût des mets et de la bouteille, hante nos demeures et passe sa mort à espérer. Un génie à peine témoin de sa propre fête, un cierge montrant la corde, ce gâteau de sel craquetant, un foyer qu'enrobe la mère ou la femme. En lisant de pareilles choses, ne songeras-tu pas, Lucilius, aussitôt, voilà celui qui toujours s'avançait dans Rome en tunique dénouée, oui, même alors qu'il suppléait le prince absent, il donnait ainsi débraillé le mot de passe. Voilà celui qui au tribunal, au rostre, en toute réunion officielle, ne paraissait que les épaules et la tête enveloppées d'un manteau d'où ressortait une paire d'oreilles, telle exactement qu'on voit dans le mime les esclaves fugitifs du Richard. Voilà celui qui, au moment où grondaient le plus les guerres civiles, quand Rome anxieuse était sous les armes, se faisait escorter officiellement de 2 eunuques, malgré tout plus hommes que lui.
Voilà celui qui, n'ayant jamais eu qu'une femme, l'a épousée un nombre infini de fois. Ces constructions si aventurées, jetées si négligemment, ces termes ordonnés au mépris absolu de l'usage montrent bien qu'en lui les mœurs n'eurent pas moins d'étrangeté, de dépravation provocante. Un très grand mérite qu'on lui accorde est celui de la clémence. Il ménagea le glaive, il s'abstint de verser le sang et sa licence fut la seule marque visible de son pouvoir. Ce mérite même qui lui revient, les joliesses de son style monstrueux l'ont effacé. Elle révèle un caractère non pas doux, mais mou. Voilà ce que ces phrases entortillées, ces mots qui arrivent sans crier gare, ces pensées qui, souvent, peuvent être trouvées grandes, mais que l'expression énerve, rendront sensible à tout lecteur. L'excès de prospérité lui était monté à la tête. Vertige qui est tantôt d'un homme, tantôt du siècle. Lorsque la prospérité a propagé au large la mollesse, la mise de la personne d'abord en devient davantage minutieuse. Ensuite, on s'inquiète du mobilier. Ensuite, c'est à l'habitation même que vont tous les soins. On veut qu'elle prenne les dimensions d'une campagne. On veut que ses murailles resplendissent de marbre importé d'outre-mer. On veut des toitures miroitantes d'or. On veut qu'il y ait correspondance entre l'éclat du parquet et celui du lambris. De là le luxe passe aux choses de la table. Sur ce point, on tâche à se distinguer par l'étrangeté, par un renversement complet de l'ordre habituel. De la sorte, ce qui d'ordinaire termine le souper sera présenté au début. Ce qui se donnait aux convives entrants se donnera au départ. Lorsque l'âme a pris le pli de rebuter ce qui existe par tradition et de tenir pour des pauvretés les pratiques de l'usage, elle en vient à chercher l'étrangeté dans le langage. Tantôt ce sont des termes antiques et surannés qu'elle fait revivre et met en honneur, tantôt même elle crée des néologismes ou des exceptions nouvelles, tantôt, mode répandu depuis peu, on regarde comme une élégance l'audace et l'accumulation des métaphores. Certains écourtent leurs phrases et comptent qu'on leur saura gré, si le sens en reste indécis, pour ne se laisser qu'entrevoir de l'auditeur. Certains la font durer et l'étendent complaisamment, d'autres ne vont pas jusqu'au vicieux, car pour y parvenir il faut viser au grand, mais ils n'en ont pas moins de la tendresse pour le vicieux. Donc partout où l'on verra accréditer une langue corrompue, il n'y aura pas à douter d'une déviation survenue dans les mœurs. De même que le somptueux raffinement des festins, de même que celui des habits sont l'indice d'une société malade, la licence du langage, si du moins elle se généralise, atteste que dans les âmes d'où procède le verbe, affaissement tout pareil s'est produit. Tu n'as pas naturellement à t'étonner que la corruption du goût trouve de l'accueil non seulement dans la partie populaire du public, mais dans la troupe des élégants, car c'est l'habit et non le jugement qui fait la seule différence. Étonne-toi plutôt qu'on applaudisse non seulement les productions vicieuses, mais les vices mêmes. Et oui, cela s'est vu de tout temps. Point de talent qui pour plaire n'ait eu besoin d'indulgence. Cite-moi tel auteur fameux que tu voudras. Je te dirai ce que sa génération lui a pardonné et ce qu'elle a voulu ignorer chez lui. Je t'en citerai un bon nombre à qui leurs défauts n'ont pas fait tort, d'aucuns à qui ils ont servi. Je te citerai, oui, des écrivains de la plus haute renommée, proposés comme de merveilleux modèles, dont après censure rien ne subsiste. Défauts et qualités y sont charpentés ensemble, de telle sorte que le mauvais emporterait avec lui le reste. Ajoute que les questions de style ne comportent pas de règles fixes. La coutume de chez nous, qui ne reste jamais longtemps la même, la renverse. Beaucoup vont chercher leurs mots en un autre siècle et parlent la langue des 12 tables. Gracchus, Crassus, Curion leur paraissent trop polis, trop modernes. Appius, Coruncanius, voilà jusqu'où ils remontent. Quelques-uns, au contraire, pour ne rien voir que de banal et d'usuel, tombent dans la platitude. Ces deux excès opposés marquent la corruption du goût, autant, ma foi, que la manie de n'employer que des termes pompeux, éclatants et poétiques en évitant les mots qui s'imposent, établis dans l'usage.
Des deux côtés, dirais-je, on est fautif. Ici, trop de toilettes. Là, trop de négligence. L'un s'épile jusqu'aux jambes, l'autre ne s'épile même pas les selles. Passons à la composition de la phrase. Que de variété je te ferai voir, en la façon d'offenser le goût. Tantôt on la veut hachée, heurtée, de propos délibérés, on la bouscule quand elle s'écoulait paisiblement. Ils veulent en tout joint un ressaut. Ils ne jugent viril et fort qu'un assemblage raboteux, secouant l'oreille. Tantôt ce n'est plus une phrase, c'est un air de musique, tant le rythme y est caressant, tant elle est filée avec douceur. Que dire de cet autre style où l'on décale les mots que, longtemps attendus, nous récupérons tout juste en fin de phrase? Et cette autre sorte de phrase, lente à se dénouer comme celle de Cicéron, qui suivent leur pente, vous tiennent mollement suspendus et, par la même clausule consacrée, reproduisent leur cadence accoutumée. Dans le choix des pensées, il y a vice non seulement si elles sont mesquines ou puériles ou trop posées, d'un dévergondage outrancier, mais aussi, au demeurant, si elles sont fleuries, doucereuses, si elles aboutissent au vide total et restent sans aucun effet appréciable que celui de leur sonorité. Pour introduire ces défauts, il suffit d'un contemporain faisant autorité en matière de style. Les autres imitent et se passent l'exemple. Ainsi, quand florissait Salluste, les pensées tronquées, les chutes brusquées, une obscure concision tenait lieu d'élégance. Orontius, à qui l'on doit une histoire de la guerre punique, un homme d'une rare austérité de caractère, tenait pour Salluste et s'évertuait à prendre sa manière. Il y a chez Salluste, je cite, « l'argent lui fit une armée », c'est-à-dire avec de l'argent, il leva une armée. Orontius s'était pris de cette locution et l'a mise à chaque page. Il dit en certains endroits, ils firent les nôtres prendre la fuite. Ailleurs, Hiéron, roi de Syracuse, fit le conflit surgir. Ailleurs encore, ces nouvelles firent se rendre aux Romains les gens de Panorme. J'ai voulu te donner un simple échantillon de ces façons de dire. Tout l'ouvrage est tissu, clairsemé chez Salluste, elles se multiplient chez Orontius et y reviennent presque continuellement. Chose bien explicable, l'un les trouvait sur sa route, l'autre, lui, les allait cherchant. Or, vois-tu ce qui se produit quand d'un travers on se fait un modèle? Salluste a parlé des eaux hivernales. Dans le premier livre de sa guerre punique, Orontius appuie brusquement le temps fut hivernal. Ailleurs, voulant dire que l'année avait été froide, il y revient, toute l'année fut hivernale. Et plus loin, de là, il fit partir 60 transports légers, outre les hommes de troupe et l'équipage indispensable sous un vent de nord hivernal. C'est un mot qu'il s'entête à fourrer partout. Salluste dit quelque part, dans les guerres civiles, il visa aux renommées du citoyen juste et de l'homme de bien. Orontius n'a pu se défendre de mettre ce pluriel dès son premier livre. Il écrit « Régulus était le sujet d'immenses renommées ». Or donc, ces vices de style et d'autres semblables, emprunts en nous par l'imitation, ne sont pas symptômes de relâchement ni de corruption d'âme. Il faut qu'ils soient personnel, né de l'homme même, pour te donner la mesure de l'état passionnel de quelqu'un. Un homme violent à l'expression violente, est-il très émotif? Elle sera vibrante, efféminée, elle sera mièvre et lâche. C'est à un penchant de telle nature qu'obéissent, tu le constates, les élégants qui s'épilent la barbe, ou en conservant quelques bouquets, qui, dégageant par trop et rasant le bord des lèvres, gardent et laissent croître le reste du poil, qui adoptent les manteaux d'une couleur excentrique ou encore une toge en tissu transparent, obstinés à ne rien faire qui permette au regard de ne pas s'arrêter sur eux. Ils les provoquent, les attirent sur leur personne, ils veulent bien qu'on les blâme, pourvu qu'on les voie. Tel est le style d'un mécène et de tous ceux qui donnent dans le faux
non par hasard, mais sciemment. Cette attitude suppose une profonde altération de l'âme. Cette attitude suppose une profonde altération de l'âme. Dans la beuverie, la langue ne s'embarrasse pas avant que la raison n'ait succombé sous la charge, été chavirée ou noyée. De même, ce qu'il faut bien appeler l'ivresse du style ne travaille jamais qu'une âme déjà chancelante. Soignons donc notre âme. D'elle proviennent les pensées, d'elle proviennent les paroles. Nous tenons d'elle le maintien, la physionomie, la démarche. Saine et vigoureuse, elle communique au style robustesse, force, mâle fierté. Si elle s'effondre, tout la suit dans sa ruine. Tant que le roi, dit Virgile, se conserve fort, tous n'ont qu'un même esprit. On le perd, le pacte est brisé. Notre roi Lucilius, c'est notre âme. Tant qu'elle garde sa force, tout demeure dans le devoir, obéissant, soumis. Si elle chancelle, tant soit peu, tout se déconcerte. Mais a-t-elle cédé au plaisir? S'étalant du même coup, son activité se paralyse. Ses efforts ne sont plus que mollesse et inconsistance. Puisque j'ai introduit cette comparaison, continuons-la. Notre âme est tantôt roi, tantôt tyran. Roi quand ses visées tendent au bien et que, veillant à la conservation du corps remis à sa garde, elle ne lui commande rien qui soit honteux ni bas. Mais si elle se montre rebelle, cupide, sensuelle, un autre nom devient le sien, abominable et sinistre. Elle se fait tyran. Alors des passions incontrôlables la happent et la poussent en avant, joyeuse d'abord, peut-être, comme le peuple qui, le jour d'une largesse qui le rendra malade, se goinfre sans se rassasier et emporte ce qu'il ne peut pas avaler tout de suite. Mais ensuite, quand la maladie a dévoré les forces du tyran, que la sensualité a envahi sa moelle et ses muscles, ce qui le réjouit est le spectacle des plaisirs auxquels sa propre avidité l'a rendu inapte. La vue des délices d'autrui devient son plaisir personnel. Il se fait le pourvoyeur et le témoin de désirs que lui-même s'est rendu impossible pour s'en être goinfré. Toutefois, l'agréable spectacle de délices abondantes ne compense pas l'amertume qu'il éprouve à ne pouvoir faire passer tous ses appétits par son propre estomac et son bas-ventre, à ne pouvoir se vautrer dans cette troupe de femelles et de mignons. Il se dessèche à l'idée que l'étroitesse de ses capacités physiques lui dérobe une part importante de sa félicité. La vérité, la voilà, cher Lucilius, c'est que cette rage vient de ce que nous ne disons jamais, que nous sommes mortels et fragiles. Nous ne disons pas davantage que chacun de nous n'est qu'un seul homme. Vois nos cuisines, nos cuisiniers courant de droite à gauche, entre tous ces feux. Dirait-on, à ton avis, que c'est pour un seul ventre qu'une si bruyante cohue dresse le repas? Considère nos celliers de vieux crus, ces caves encombrées de vendanges pour de multiples générations. Dira-t-on, à ton avis, que c'est pour un seul ventre que s'emmagasinent depuis tant de millésimes les vins de tant de contrées? Considère en combien de places on retourne à la terre, combien de milliers de cultivateurs labourent et piochent. Dira-t-on, à ton avis, que c'est pour un seul estomac que l'on ensemence la Sicile et l'Afrique? Nous serons gens de bon sens, nous limiterons nos désirs à condition que chacun ait de son individu la notion numérique, se jauge en même temps, sache le peu de choses qu'il peut contenir, et si passagèrement. Rien toutefois ne te disposera à la tempérance en toutes choses, autant que de songer fréquemment comme la vie comprend peu de jours, et ce peut encore non garanti, quoi que tu fasses. Donne un regard à la mort.